Cette histoire est arrivée à Junior il y a à peine quelques jours. Ses collègues et lui ont dû repousser un cambriolage. Junior est originaire d'Afrique du Sud et était très bien bâti. Il travaille dans un supermarché local, avec 3 autres collègues tout aussi bien bâtis. Junior était un joueur de rugby, et les 3 autres étaient des accros de la salle de sport, juste pour vous donner une idée de leur niveau physique. Ils n'étaient pas très proches et ne se parlaient qu'à propos du travail en général. C'était un jour de solde, une journée très chargée pour eux. Alors que Junior était occupé à organiser les rayons, 5 hommes masqués sont entrés armés de pistolets. Ils avaient un accent du sud et ne venaient probablement pas de la même région. Les agents de sécurité ont été prévenus, mais à sa grande surprise, les agents de sécurité et les managers se sont enfuis par l'issue de secours, laissant Junior et ses 3 collègues seuls à gérer le désastre. Junior a espéré qu'ils appelleraient de l'aide, mais il s'est rappelé d'une conversation qu'il avait eue avec eux un jour. « Je suis peut-être agent de sécurité, mais je ne suis pas assez bien payé pour risquer ma vie, surtout avec des collègues comme vous dans les parages. » Junior a senti l'adrénaline monter, et au même moment, il a vu ses collègues en train de regarder 3 des 5 hommes, qui leur avaient tourné le dos pour surveiller l'extérieur du supermarché, inconscients que le danger pourrait venir de l'intérieur. Les 2 autres étaient dans le bureau où se trouvait l'argent liquide. Sans perdre de temps, les collègues ont foncé vers les 3 gays, les taclant et les désarmant rapidement. C'est là que la situation a frappé Junior de plein fouet. Il était face à des criminels, venus voler l'argent qui lui servait à nourrir sa famille. Du coin de l'œil, il a vu le 4e homme s'approcher dans leur direction, inconscient de ce qui se passait. Junior l'a vu mettre un pistolet dans sa poche, probablement parce qu'il avait besoin de ses 2 mains pour voler l'argent. Junior l'a chargé, depuis sa position accroupie, un vrai sprint, le frappant fort au visage avec un tacle de l'épaule, et le voleur s'est écroulé instantanément. Le 5e homme est sorti, mais celui-là n'était pas armé. Son rôle était probablement de juste prendre le sac. Les collègues ont appelé la police, qui les a remerciés d'avoir maîtrisé la situation. Junior n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient été laissés pour compte. Soyez toujours très prudents, où que vous soyez. Le danger peut survenir à tout moment. Emric était poursuivi par des créatures terrifiantes, dans une ville inconnue, avec personne d'autre autour. Il a appelé à l'aide, mais quand ils ont entendu sa voix, il a attiré l'attention de davantage de monstres, qui ont foncé vers lui. Chacun des monstres avait une apparence horrible, mais un en particulier, un monstre avec une énorme tête à la manière d'une chauve-souris et une langue de serpent, s'est jeté sur lui, et lui a mordu la jambe avec ses croix serrées. Il a hurlé d'horreur et lui a frappé la tête comme il le pouvait. La chose a hurlé en retour et a poussé Emric, le faisant tomber par terre. Il s'est heurté la tête sous le choc, et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il était 4 heures du matin. Cela faisait déjà 2 semaines que ses cauchemars avec ces monstres avaient commencé. Sa main, là où il avait frappé le monstre dans son rêve, le brûlait. Emric s'est levé et a agité ses mains, mais ses jambes lui ont soudainement fait mal, et il s'est écroulé. Quand il les a regardées, il a découvert qu'elles étaient noires. C'était là où il avait été mordu dans son rêve. « Mon Dieu, est-ce que je me suis réellement fait mordre ?» il a pensé. Sa jambe lui faisait tellement mal qu'il a fini par aller aux urgences. Le docteur a examiné sa jambe et, complètement perplexe, lui a dit « Votre jambe est en train de pourrir. Avez-vous été blessé par un clou rouillé ?» Emric, sous le choc, a répondu « J'ai été mordu, mais je ne sais pas si c'était rouillé. »« Quoi ? Vous avez été mordu ?» s'est exclamé le médecin. Et Emric a immédiatement réalisé qu'il parlait de son rêve. Il s'est couvert la bouche pour ne pas s'enfoncer davantage. Non, en fait rien ne s'est passé. Le médecin l'a regardé d'une manière étrange et a dit « Nous devons vous opérer immédiatement et prenez soin de ne pas vous faire mordre à nouveau. » Après l'opération, le docteur lui a confirmé que tout s'était bien passé et lui a souhaité bonne chance. En quittant l'hôpital, Emric a levé la tête vers le ciel qui s'obscurcissait, priant de tout son cœur que les horreurs de son cauchemar ne reviennent pas cette nuit-là. Il a sorti un marteau de sa boîte à outils et l'a gardé près de son lit en allant se coucher. Le rêve est revenu. Emric se tenait dans un village déserté et un marteau se trouvait à côté de lui. Il n'a fallu que quelques instants avant que les monstres viennent en courant et en bavant. Emric a ramassé le marteau et les a frappés de toutes ses forces. Il avait l'impression qu'il avait combattu ces créatures pendant 10 heures d'affilée. Et quand il s'est enfin réveillé de son cauchemar, sa couette était trempée de sueur. La main qui tenait le marteau était couverte de contusions et de blessures.
Ce rêve a continué de le hanter jour après jour, et Emmerich a fini épuisé. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Après quelque temps, il est retourné voir son chirurgien pour une visite de contrôle, et il a appris une nouvelle choquante. Le nombre de patients se rendant aux urgences à cause d'une peau nécrosée avait explosé. Le docteur a dit que c'était très étrange, et ne comprenait pas ce qui se passait. Emmerich a rencontré quelques autres patients, et au début, ils ont juste regardé par la fenêtre sans dire un mot. Il a fini par prendre la parole pour parler du rêve, et tous ont été choqués, lui confirmant qu'ils avaient été eux aussi mordus par des monstres dans leurs rêves. Emmerich était choqué. L'un des patients a dit que si les monstres étaient tués, leur nombre baissait. En entendant cela, Emmerich a décidé de tous les tuer. Chaque nuit, sa bataille continuait. Il écrasait les têtes de douzaines de monstres et a tenu le compte. Chaque nuit, il a dansé au son des bruits de pas des monstres, a chanté à leurs grognements et a acclamé à leurs gémissements. Il devenait lui-même un monstre. Finalement, leur nombre a commencé à baisser, petit à petit, et les monstres qui pullulaient dans le village n'étaient désormais plus que 3 ou 4. Les patients se rassemblaient régulièrement et se partageaient leurs rêves tous les jours. Quelques semaines plus tard, Emmerich est allé à un de ses rendez-vous et a appris une nouvelle qui l'a dévasté. Jérémy, un des membres, était mort la nuit précédente. Il était soudainement décédé dans son sommeil. Sa mort était inexplicable. Sa tête avait été brûlée, alors qu'il n'y avait aucun signe de présence chez lui. Tout le monde était choqué. Cette nuit-là, Emmerich a vu un énorme monstre dans son rêve. Il était vraiment gigantesque, d'au moins 3 mètres de haut. Il n'avait qu'un seul bras, et de la fumée sortait de sa main. Il a tendu sa main massive, à essayer d'attraper la tête d'Emmerich. La chaleur intense que la main générait lui a bloqué la respiration. Il a roulé hors du chemin, et a frappé le bras du monstre avec son marteau. Mais le bras était aussi dur qu'un poteau en acier. Le monstre continuait d'essayer d'attraper sa tête, mais Emmerich esquivait tous ses coups, frappant le bras avec son marteau jusqu'à ce qu'il craque avec un gros bruit. De la fumée a empli son visage, et au même moment, il s'est réveillé en toussant. Heureusement, il avait cassé le bras du monstre, mais il ne l'avait pas encore tué. Il savait qu'il allait revenir pour lui. Et, quelques jours plus tard, le même monstre s'est mis à courir vers lui, sa gueule grande ouverte et laissant échapper de la fumée. Emmerich a frappé le monstre à la tête de toutes ses forces. La tête a finalement craqué, et un liquide chaud s'en est déversé. Dès que le liquide est entré en contact avec la peau d'Emmerich, une douleur atroce l'a submergé. Le monstre est tombé au sol, et ses yeux ont roulé hors de leurs orbites. Les yeux ressemblaient à des perles noires, et Emmerich en a ramassé un. Au même moment, il s'est réveillé de son rêve, et a senti quelque chose dans sa main. De surprise, il a baissé les yeux, et a vu qu'il tenait une perle noire. Il l'a regardée, sous le choc, jusqu'à ce que de la fumée commence à en sortir. Il l'a lâchée parce qu'elle était devenue brûlante, et l'œil a formé des bulles en brûlant, avant de disparaître. Depuis ce jour, il n'a plus refait ce cauchemar, mais les questions tournent en boucle dans sa tête. Quels étaient ses rêves? Étaient-ce réellement des rêves? Ou s'était-il réellement produit? Voici l'histoire que Dan a vécue lorsqu'il s'est arrêté par hasard dans une étrange ville pendant son road trip. C'était une petite ville avec une station-service, et Dan s'y était arrêté pour faire le plein et acheter à manger. Bizarrement, il n'y avait pas de personnel à la station-service, et le restaurant était vide, sans aucun client ni staff. Mais le magasin était bien ouvert pourtant, et il devait y avoir eu des clients un peu avant son arrivée, parce qu'il y avait des restes sur une table. Dan s'est promené un peu autour, mais il a trouvé l'ambiance étrangement sombre et froide, comme si le soleil ne l'atteignait pas. Au bout d'un moment, il est tombé sur un restaurant avec une douzaine de personnes à l'intérieur, et il a décidé d'y entrer. Un carillon a retenti alors qu'il traversait la porte. Cependant, personne ne l'a regardé. Tout le monde était occupé à manger avec appétit. Un homme a fini par lever les yeux vers lui, la bouche pleine, et du liquide jaune ruisselant sur son menton. Dan a été choqué pendant une seconde. L'homme lui a dit: « On dirait que tu ne viens pas d'ici. Comment as-tu su qu'il y a de la nourriture saine ici ?»« De la nourriture saine ?» a demandé Dan en s'approchant. Tous les clients étaient en train de manger quelque chose. En regardant plus attentivement, c'était le corps d'une créature monstrueuse gigantesque que Dan n'avait jamais vue avant. Elle avait une peau jaune, de grosses têtes de serpent et des membres attachés à un corps de plus de 3 mètres.
Dan a hurlé, mais les clients ne lui ont prêté aucune attention, trop occupés à dévorer leur plat. Il a demandé à l'homme ce qu'il mangeait, et ce dernier a levé le bras pour lui montrer. Regarde. Il a contracté ses muscles, qui ont gonflé de manière spectaculaire. Dan était confus. L'homme l'a soudainement attrapé par le col, et l'a soulevé en l'air. Dan a crié de surprise, alors que l'homme le soulevait comme un jouet et le jetait au sol sans effort. Dan était paniqué, et l'homme a éclaté de rire. « Je peux sentir ma force. Je sens que je peux te déchirer en morceaux à main nue. J'ai bien trop de force. Cette viande m'a donné tellement de force. » Il a attrapé un bout de viande et l'a montré à Dan. La viande émettait une légère lumière. « Manger cette viande me fait sentir tellement bien. C'est comme prendre des médicaments. Tu veux essayer? Combien d'argent tu as sur toi ?» Dan a examiné les visages des clients un par un. Leurs yeux étaient tous rouges et injectés de sang, et les muscles de leur corps étaient tellement gonflés que leurs vêtements étaient sur le point de craquer. Dan a répondu qu'il voulait juste faire le plein et manger un bout. Mais les gens lui ont répondu « La nourriture n'est que des déchets. Si tu veux être en bonne santé, c'est ça que tu dois manger. » Dan était bien trop nerveux et a fini par sortir du restaurant. Il a décidé d'attendre dans la station-service. Après une longue attente, l'employé est revenu et lui a dit « Ne dis jamais à personne ce que tu as vu ici. » Dan a demandé pourquoi et l'employé a répondu « Cette viande est rare parce qu'il n'y a plus que quelques spécimens. Seulement nous pouvons en manger. » Alors qu'il parlait, ses muscles se sont tendus et il a respiré lourdement. Dan s'est dépêché de quitter la ville, dans une incompréhension totale. Il a décidé de ne plus jamais y revenir. Mais quelques années plus tard, il a dû s'arrêter au même endroit pendant un autre road trip. Cependant, contrairement à sa dernière visite, le village était complètement désert. Il n'y avait personne dans les rues, et toutes les maisons, boutiques et restaurants paraissaient abandonnés. Dan était encore plus confus, et au village suivant à une quinzaine de kilomètres de là, il a essayé de se renseigner sur l'étrange ville. Il a appris que les habitants avaient tous été attaqués et tués par quelque chose d'inconnu. Encore plus horrible, tous leurs corps ont été retrouvés avec seulement de la peau vide. Toute leur chair, os et organes avaient disparu. La police a mené l'enquête, mais ils n'ont jamais pu trouver d'explication sur ce qui leur était arrivé. Les seuls indices étaient le liquide jaune trouvé un peu partout dans la ville et les empreintes de pas d'une bête géante inconnue. Ni le liquide ni les empreintes n'ont pu être identifiées. L'affaire demeure non résolue à ce jour. Dan n'avait pas les mots. Il voulait parler de ce qu'il avait vu, mais son corps tremblait violemment et il n'a pas pu trouver le courage. La question de ce qui a bien pu arriver à cette ville le hantera pour toujours. Cette horrible histoire est arrivée à Alex quand il travaillait comme dog-sitter, gardant des chiens d'inconnus. Un jour, il a trouvé quelqu'un sur internet qui cherchait un dog-sitter et qui payait très bien. Puisque sa maison n'était pas loin de celle d'Alex, il a décidé de postuler pour garder son chien pendant 3 jours. En arrivant devant la maison, il y avait un panneau chien méchant sur la porte et une odeur persistante de pourriture flottait dans l'air. Alex a frappé à la porte et une voix d'homme à l'intérieur a lancé « La porte est ouverte, entrez !» suivi par un aboiement. L'aboiement semblait venir d'un chien bien vicieux, et Alex a commencé à se sentir anxieux. Quand il a ouvert la porte et est entré, il n'a vu personne à l'intérieur. Il a demandé à voix haute s'il y avait quelqu'un, et il a entendu le chien gémir depuis le salon. Le son se rapprochait de plus en plus. Alors qu'il regardait autour pour trouver le propriétaire, le chien est sorti de nulle part, et Alex a crié de surprise. Seulement, ce n'était pas un chien, c'était une personne rampant sur ses 4 membres et s'approchant d'Alex comme un animal de compagnie. C'était un homme qui semblait avoir la trentaine. Il avait un collier de chien autour du cou. Il portait également une sorte de fourrure qui couvrait tout son corps. Il avait une queue artificielle attachée à son derrière. L'homme lui a dit « C'est donc toi qui vas t'occuper de moi pendant les 3 prochains jours. Enchanté. » Il a remué le bas de son dos et sa queue s'est agitée. Il a continué à marcher à 4 pattes, se dirigeant vers la cuisine et a ajouté « La nourriture est ici. Ces viandes sont difficiles à trouver. » Il a ouvert le frigo en bougeant sa main à la manière d'un chien avec sa patte. À l'intérieur se trouvait une pile de gros morceaux de viande, d'un rouge profond. Alex, extrêmement mal à l'aise, a reculé. L'homme-chien a couru vers lui, a cogné sa tête contre sa jambe et a crié « Est-ce que tu vas rester debout à ne rien faire comme ça? Caresse-moi la tête, vite !»
Alex était tellement horrifié qu'il n'a pas pu s'empêcher de crier. L'homme-chien lui a alors léché la main. Quelques secondes plus tard, une horrible puanteur l'a frappé. Il s'est immédiatement senti vaseux et nauséeux. Il a repoussé l'homme-chien et s'est mis à courir vers la porte pour s'enfuir. C'est là que l'homme s'est mis à aboyer. Et ses aboiements étaient horriblement réalistes. Alex a presque arraché la porte et s'est enfui en courant. Mais pendant sa course, il a fait l'erreur de regarder en arrière. L'homme le poursuivait à quatre pattes à une vitesse hallucinante. Le choc et la peur étaient tels qu'Alex allait s'évanouir. Il a hurlé comme jamais, appelant à l'aide et criant qu'il y avait un chien fou le poursuivant. Des gens ont sorti la tête de leur fenêtre pour voir ce qui se passait. Et quand ils ont vu ce qui poursuivait Alex, leurs yeux se sont écarquillés. Et avant qu'il ne puisse réagir, le chien était devant lui. Il haletait, retroussant ses lèvres pour montrer ses dents. Alex pouvait voir ses gencives sombres et ses grandes dents jaunes. L'homme-chien a grogné et s'est jeté sur lui. Les jambes d'Alex allaient le lâcher, mais au même moment, un homme a couru vers lui, armé d'une batte de baseball. Il a crié à l'homme-chien de déguerpir, mais ce dernier s'est mis à aboyer agressivement vers lui. Il s'est jeté sur l'homme et lui a mordu la jambe. Le voisin, paniqué, l'a frappé à la tête avec sa batte, ce qui a suffi à le faire fuir, en gémissant comme un vrai chien blessé. Toute cette scène était surréaliste, et Alex était tellement sous le choc qu'il arrivait à peine à respirer. Le voisin avait des marques de morsure et du sang sur sa jambe, mais il a dit que ce n'était pas une blessure grave, et est rentré chez lui pour se soigner. Alex l'a remercié de nombreuses fois, et l'homme lui a dit « Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par le passé, un jeune homme est allé dans cette maison pour travailler comme dog-sitter, et a été mordu par ce fou. Il a fini avec 30 points de suture sur la jambe. Et ce fou a déjà été en prison une fois. Si jamais il te mord, il ne te lâchera pas, sauf si tu le frappes à la tête. Rappelle-toi de ça. Frappe-le à la tête de toutes tes forces. » Mais après cet incident, Alex n'avait plus l'intention de continuer ce travail. Ça lui arrive parfois de repenser à cet homme, et il se demande ce qu'il devient. Cette histoire est arrivée à Tom quand il était au lycée, pendant l'hiver. Il était sur le chemin pour rentrer chez lui après les cours, de la musique dans les oreilles. Devant lui, il a remarqué un chat noir qui se tenait au milieu du trottoir. Il avait les plus beaux yeux bleus qu'il ait pu voir. Il s'est arrêté pour l'admirer. C'était la première fois qu'il le voyait, et il n'avait pas de collier, mais il était bien trop propre pour être un chat errant. Il a également remarqué que le chat avait une tache blanche à côté de son œil gauche. C'était plutôt inhabituel de trouver un chat dehors tout seul. Il neigeait assez lourdement, et les chats errants de son quartier se réfugiaient en général dans les bâtiments abandonnés pour se protéger du froid. Tom s'est senti désolé pour le pauvre chat, mais il ne pouvait malheureusement pas le recueillir. Tom s'est remis à marcher en le laissant là, et le chat s'est mis à miauler. C'était un miaulement presque agressif. Tom s'est senti mal à l'aise et a accéléré le pas. Il s'est dit que le chat devait avoir très faim, et s'est promis que s'il le revoyait le lendemain, il lui apporterait de la nourriture. Il a continué sa route pour rentrer chez lui, quand soudainement, un mauvais pressentiment l'a frappé. Il a retiré ses écouteurs et a regardé autour de lui. C'est là qu'il a aperçu un homme. Il était grand et mince, échevelé, et portait un manteau noir. Tom n'arrivait pas à voir les traits exacts de son visage, parce qu'il neigeait trop. L'homme était juste planté au milieu de la route sans rien faire. Tom sentait que quelque chose était bizarre, mais il a juste continué à marcher, cette fois sans musique pour être plus alerte. Au bout de quelques secondes, il a entendu des pas lourds. Quelqu'un s'approchait de lui rapidement. Il s'est retourné pour découvrir que l'homme sprintait dans sa direction. Tom, paniqué, s'est mis à courir aussi. Puisque l'homme était beaucoup plus grand et probablement beaucoup plus athlétique que lui, il l'a rattrapé très facilement. Tom sentait son cœur au bord de sa gorge. Il était terrifié de ce que l'homme comptait lui faire maintenant qu'il l'avait rattrapé. Ses peurs se sont concrétisées quand il a senti une main lui attraper l'épaule. Il a essayé de se dégager, mais la poigne était bien trop forte. Tom s'est tourné pour le regarder, et la première chose qu'il a remarquée était ses yeux. Ils étaient d'un bleu profond. Il a aussi remarqué qu'il avait une tache blanche autour de son œil gauche. Ces détails lui étaient familiers. C'étaient exactement les mêmes que sur le chat qu'il avait vu. Cet homme ne paraissait pas SDF, il était en réalité très propre. C'était son expression qui était vide. Il n'avait pas l'air en colère, heureux ou triste. Il n'était rien,
juste des yeux bleus vides fixant Tom. Il n'a pas sorti de couteau, ni ne l'a attaqué d'une quelconque manière. Il lui a juste tenu le bras très fort. Il ne savait pas comment, mais Tom a réussi à se dégager au bout d'un moment, et s'est immédiatement enfui, courant sans s'arrêter jusqu'à chez lui. Qu'il y ait des sans-abri et des drogués qui traînaient dans les rues n'était pas inhabituel là où habitait Tom. Il en avait déjà croisé. Mais cet homme-là était différent. Il ne croit pas aux créatures mystiques, mais les similarités étaient bien trop perturbantes. Tom ne sait pas si c'était un métamorphe, ou Dieu sait quelle créature capable de changer d'apparence. Mais à ce jour, il reste persuadé que ce n'était pas un humain qu'il avait vu. Cette histoire nous vient de Raj, qui est un étudiant originaire de l'Inde. Cet incident lui est arrivé en 2022, juste après que le confinement dû au Covid ait pris fin dans son pays, et les choses commençaient à peine à revenir à la normale. Le confinement l'avait vraiment rendu misérable et déprimé, parce qu'il ne pouvait pas sortir pour respirer de l'air frais. Donc, quand le confinement a enfin été levé, Raj était très excité à l'idée de pouvoir sortir à nouveau. Et encore mieux, il allait pouvoir revoir sa petite amie qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. C'était un après-midi normal, et Raj et sa copine ont décidé d'aller se promener. Sa mère était toujours inquiète parce que le virus circulait toujours, et s'est donc énervée contre lui quand il lui a dit qu'il allait sortir. Mais en adolescent têtu qu'il était, il ne l'a pas écouté et est sorti malgré tout. La maison de sa copine se trouvait à quelques kilomètres de chez lui, et n'ayant pas de voiture ni de vélo, Raj devait prendre un tuk-tuk jusqu'à chez elle. Il en a attendu un, mais tout ce qui passait était déjà complet. Il a attendu pendant un bon moment, quand il a enfin aperçu un tuk-tuk au loin qui semblait vide. Raj lui a fait signe. Le tuk-tuk l'a vu et s'est arrêté juste à côté de lui. Et Raj a vu à ce moment-là qu'il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur, assis sur le siège arrière. C'était un vieil homme, probablement dans la soixantaine, avec une peau foncée, et qui le regardait intensément avec des yeux écarquillés. Raj a regardé le chauffeur, confus, et ce dernier lui a dit de s'installer, parce qu'il n'allait pas tarder à déposer le premier passager devant un bâtiment juste à côté. Raj savait où c'était, et puisque c'était sur le chemin, il a accepté et il est monté. Alors qu'il grimpait dans le véhicule, il a aperçu le passager, qui était à l'autre bout du siège, bouger vers lui. Il lui a attrapé les bras. Il avait un sourire sinistre sur le visage, et demandait poliment à Raj de monter dans le tuk-tuk. Raj s'est dégagé, et a demandé au vieil homme de bouger plus loin. Il a commencé à se sentir très mal à l'aise, mais il voulait aussi arriver chez sa copine rapidement, donc il est resté. Alors que le véhicule reprenait la route, l'homme s'est lentement rapproché de Raj, et lui a à nouveau attrapé les bras d'une main, tout en le palpant avec l'autre. En faisant ça, il essayait de tenir une conversation amicale, demandant à Raj comment il s'appelait, où il habitait, où il allait, etc. Raj était très perturbé par son comportement malsain. Il a essayé de le repousser, mais le vieil homme s'accrochait à lui. Raj a fini par renoncer, se disant qu'il allait bientôt descendre de toute façon. Il a regardé à l'extérieur pour voir où ils en étaient, et a eu la surprise de découvrir que le chauffeur avait déjà dépassé le bâtiment dont il lui avait parlé. À ce moment-là, Raj a senti la peur l'envahir. Et, soudainement, il a senti les mains du vieil homme sur son corps. Il a repoussé de toutes ses forces et a crié au chauffeur de s'arrêter. Heureusement, il a écouté et s'est arrêté de suite, et Raj est descendu sans regarder en arrière. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et il n'arrivait ni à parler, ni à agir. Il s'est donc contenté de s'éloigner. Il s'est arrêté pendant un moment pour reprendre son souffle, et a vu le tuk-tuk s'éloigner. Le soulagement l'a submergé, et il s'est mis à marcher pour rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, son père a lu un article dans le journal, à propos d'un jeune garçon qui avait été assassiné par 2 hommes dans leur ville. L'un d'eux était un conducteur de tuk-tuk, et l'autre était un criminel échappé de prison. En apprenant ça, Raj s'est souvenu de sa mésaventure. Que lui serait-il arrivé s'il n'était pas descendu du véhicule au bon moment? Aurait-il réussi à survivre? Cette histoire est arrivée à Victor il y a quelques années. C'était tard le soir, et il était en plein road trip pour aller chez son grand-oncle pour fêter son anniversaire. Il habitait assez loin de chez Victor, à 8 bonnes heures en voiture. À mi-chemin, il a dû s'arrêter pour faire le plein. La station-service la plus proche avait l'air plutôt louche. Victor s'est senti mal à l'aise dès qu'il est sorti de la voiture. Il a fait le plein,
puis est allé à l'intérieur pour payer. Dans le magasin, il a vu qu'ils avaient des snacks, donc il a également acheté de quoi boire et grignoter. Il a payé ses snacks ainsi que son plein, puis il est ressorti. À l'extérieur, il a vu une autre voiture. Elle était noire, et les fenêtres étaient teintées, donc il ne pouvait pas voir à l'intérieur. La voiture était garée de travers sur le parking. Victor l'a ignorée et est remonté dans sa voiture pour reprendre la route. Son itinéraire le faisait passer par la campagne, où les routes n'étaient pas éclairées. Après 5 minutes à conduire, il a remarqué que la voiture noire le suivait. Il a essayé de se dire que c'était juste une coïncidence et a continué. Mais la voiture l'a doublé et a commencé à perdre le contrôle. Victor a réussi à le doubler en retour et a écrasé l'accélérateur. Il voulait sortir de la zone rapidement, donc il est allé de plus en plus vite, jusqu'à finir par perdre le contrôle de sa voiture et tomber dans un fossé. Il a essayé d'appeler de l'aide, mais il n'y avait pas de réseau. Il a été obligé de marcher dans l'espoir de trouver de l'aide et a revu la voiture noire. Cette fois, le chauffeur est sorti de la voiture et, quand Victor l'a regardé, il a senti la peur le gagner. L'homme avait de longs cheveux bruns et une mâchoire déformée, comme si quelqu'un la lui avait cassée. Il avait des griffures sur tout le visage et les bras et avait un sourire de psychopathe sur le visage. Il a plongé vers Victor et lui a mordu le bras. Victor a essayé de se dégager, mais l'homme refusait de le lâcher. Il a sorti un couteau et a essayé de le poignarder, et Victor a pensé que c'était la fin. Au même moment, des sirènes se sont fait entendre. L'homme a remis le couteau dans sa poche, et l'a regardé avec le même sourire dérangé, avant de courir dans la forêt. Victor a fait signe à la police et leur a raconté ce qu'il venait de vivre. Un des policiers est parti dans la forêt, et a réussi à arrêter l'agresseur de Victor. Apparemment, l'homme s'était échappé d'un hôpital psychiatrique 1 semaine et demie auparavant, et avait volé la voiture d'une des infirmières. Les policiers ont aidé Victor à appeler une dépanneuse, et lorsqu'il est enfin arrivé en ville, il a loué une voiture pour aller à l'anniversaire de son grand-oncle. Mais il n'arrivait pas à arrêter de penser à l'homme. Si les policiers étaient arrivés ne serait-ce qu'1 minute plus tard, Victor aurait fini au fait divers. Beaucoup de personnes ne croient pas ce qui est arrivé à Raphaël. Mais il espère de tout cœur que quelqu'un ici croira que l'horreur qu'il a vécue est bien réelle, pour que ça puisse alléger un peu la peine que ça lui provoque. C'est pour ça qu'il souhaite partager son histoire. Il y a 7 ans, à l'aube, Raphaël s'est brusquement réveillé, de la chair de poule couvrant tout son corps. Quand sa vue s'est habituée à l'obscurité, son cœur s'est arrêté pendant 1 seconde. Il y avait 7 personnes avec des couteaux à la main qui le regardaient fixement. Leur visage était couvert d'une peinture blanche. À ce moment-là, Raphaël a pu découvrir que quand on atteint ce niveau de peur, aucune voix ne sort de notre gorge. Comme s'ils attendaient que Raphaël se réveille, ils ont approché leur couteau de son visage. 7 couteaux autour de sa tête, ne laissant qu'un pauvre centimètre d'écart. S'il bougeait sa tête ne serait-ce qu'un peu, il serait poignardé de partout. Paralysé, il a regardé autour de lui. Ces personnes riaient comme des psychopathes, le fixant toujours. Raphaël a enfin réussi à hurler. L'un d'eux a mis son couteau juste sous sa gorge pour qu'il se taise. Et il leur a demandé pourquoi il faisait ça en sanglotant. Ils n'ont pas dit un mot. Au lieu de ça, ils ont respiré d'une manière grotesque, comme si c'était des animaux incapables de parler. Raphaël a essayé de s'enfuir, avant de réaliser que ses bras et ses jambes étaient ligotés. Son corps était couvert de sueur. Il a pensé que c'était un cauchemar, mais c'était malheureusement bien la réalité. Ils l'ont menacé avec leurs couteaux pendant des heures. Et pendant tout ce temps, Raphaël les a suppliés 100 de fois de le laisser partir. Mais ses agresseurs n'ont pas réagi du tout. Il a souffert d'une horreur tellement intense pendant tellement longtemps qu'il a fini par s'évanouir. Le lendemain matin, en rouvrant les yeux, il a vomi partout. Il avait une migraine horrible. Sa fenêtre était bien cassée et ouverte, mais aucune autre trace de ses agresseurs n'était trouvable nulle part. Raphaël n'arrivait pas à respirer correctement, et son cœur battait à 3 fois sa vitesse habituelle. Il s'est écroulé sur son lit, tremblant de tout son corps. Il n'arrivait pas à croire à ce qui lui était arrivé. Il a signalé l'incident à la police, mais l'enquête n'a pas été facile. Entre le fait qu'il n'y ait aucune blessure sur le corps de Raphaël et qu'il n'y ait aucune trace chez lui, ils n'ont rien pu faire. Il est resté chez un ami pendant un moment, mais il faisait de terribles cauchemars chaque nuit. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Un jour, il a entendu dire qu'une femme dans la 60aine était morte d'une attaque cardiaque dans son sommeil. Un voisin, elle, avait remarqué que sa fenêtre était brisée
et il avait signalé à la police. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont conclu qu'elle était morte de cause naturelle, puisqu'il n'y avait aucune blessure sur son corps. Il n'y avait pas d'autres empreintes que les siennes, et aucun autre indice du tout. Mais Raphaël savait ce qui lui était arrivé. C'était eux, il en était certain. Il a prévenu la police, et quand ils ont demandé de décrire à nouveau les criminels, il n'a pas pu être précis parce que tous avaient le visage couvert de peinture. Raphaël a fini par déménager, et ne savait pas si ses agresseurs avaient été arrêtés. Mais il continue de souffrir de cauchemars jusqu'à ce jour, 7 ans plus tard. Pas plus loin que la nuit dernière, il avait sauté du lit parce qu'il avait senti une lame sur son visage. Mais cette fois-ci, c'était juste son imagination. Après une panique aussi intense, il n'a pas pu se rendormir. Et à 4 heures du matin, il a écrit son histoire pour nous la partager. Parce qu'il ne peut pas fermer l'œil. Il ne sait toujours pas pourquoi ses agresseurs lui ont fait ça. Quel était leur motif? Mais maintenant, après que 7 années soient passées, cet incident reste un mystère. Et le terrible traumatisme que ça lui a laissé est loin d'être résolu. J'aimerais vous raconter une histoire horrible de colonie de vacances. C'est arrivé quand j'avais 11 ans, et je vais en avoir 14 ce week-end. Les cabanes de cette colonie de vacances étaient toutes derrière une rivière. Ça avait l'air très chouette, donc j'ai insisté pour y aller. Mais je n'avais aucune idée que ça finirait par être l'expérience la plus terrifiante de mon existence, qui me donnerait des cauchemars à vie. Tout était normal le premier jour. Nous avons fait un feu et nous nous sommes amusés à danser autour. Même si je pensais qu'il faisait encore trop jour pour un feu, je me suis éclatée. Après ça, tout le monde s'est rassemblé autour des cabanes pour discuter, jusqu'à environ 23 heures. Les animateurs sont restés au milieu de la zone, assis sur un banc. Avec les autres, nous avons chanté et dansé, et nous avons passé un super moment. Mais il commençait à se faire tard, et les animateurs ont décidé d'aller se coucher, entraînant tout le monde avec eux. Petite note avant de continuer. Les cabanes étant vieilles, elles étaient mal isolées, et n'avaient même pas d'électricité. Je suis restée debout jusqu'à tard. Je ne savais pas quelle heure il était exactement, probablement entre minuit et 1 heure. Et ce que j'ai surpris à travers la fenêtre cette nuit-là me hantera pour le reste de mes jours. Il y avait une silhouette noire. Je n'ai pas arrêté de regarder par la fenêtre, essayant de discerner ce que c'était exactement. Au début, je me suis dit que c'était un des garçons qui nous faisait une blague, donc j'ai fini par l'ignorer et aller au lit. Le jour suivant, un jeudi, tout était normal, jusqu'à l'heure du coucher. J'étais allongée sur mon lit, quand une des enfants a commencé à avoir du mal à respirer. Elle devait avoir 9 ou 10 ans. Pour l'emmener à l'infirmerie, nous avions besoin de 2 animateurs, ce qui m'a toujours paru bizarre. Une des filles qui venait souvent à cette colonie nous avait dit que chaque jeudi soir, quelque chose de bizarre se produisait, donc cet incident ne l'étonnait pas. Pour des raisons de sécurité, nous avions un système de paires, où à chaque fois qu'on avait besoin d'aller quelque part, il fallait emmener son binôme et ne pas y aller seul. Une des filles a eu besoin d'aller aux toilettes, et sa binôme l'a donc accompagnée. Pendant leur absence, je me suis perdue dans mes pensées en regardant par la fenêtre. À peine 2 minutes plus tard, j'ai vu les filles foncer vers notre cabane à toute vitesse. Elles n'ont même pas pris la peine de retirer leurs chaussures avant de claquer la porte. Quand je leur ai demandé pourquoi elles étaient aussi paniquées, elles m'ont crié qu'elles avaient vu quelque chose à côté de la rivière. Voulant voir par moi-même, j'ai demandé à l'une d'elles de venir avec moi pour me montrer, et elle a accepté. Nous avons menti aux animateurs, leur disant que je devais aller aux toilettes. Sur le retour, je marchais lentement pour essayer de voir ce qu'elles avaient vu. Mais la fille s'est mise à courir d'un coup, me laissant derrière. Perplexe, je me suis retournée pour voir ce qui lui avait fait peur. Il y avait une silhouette noire, la même que j'avais vue la nuit dernière. Je l'ai rattrapée, et une fois assez éloignée, nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle. Je lui ai demandé si c'était la silhouette bizarre qui lui avait fait peur. Et elle m'a répondu que bien avant que cet endroit soit une colonie de vacances, quelqu'un s'était noyé dans cette même rivière. Terrifiés, nous nous sommes dépêchés de retourner à notre cabane, et je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Si j'avais su que cet endroit était hanté, je n'y serais jamais allée. Cette histoire horrible m'est arrivée quand j'ai rencontré mon ami Cody. Il a toujours adoré les glaces, et quand il n'en avait pas, il en perdait littéralement la tête, au point d'avoir besoin de calmants. Évidemment, il était en obésité morbide à cause de ça. Un jour, quand je lui ai dit qu'il devrait arrêter d'en manger autant,
il a eu l'air triste et m'a dit « J'ai essayé des centaines de fois d'arrêter, mais à chaque fois, je me transforme en monstre. » Pour le taquiner, je lui ai enlevé sa glace des mains. Sans hésiter, il a sorti un couteau de sa poche et l'a pointé vers moi, son corps tremblant. J'étais tellement surprise que je lui ai rendu sa glace, et il l'a léché comme un chien affamé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais essayé de lui prendre sa glace. Un jour, pendant qu'il en mangeait, il s'est soudainement énervé et a crié « J'en ai marre de la glace, elle a le même goût jour après jour. Tu veux savoir pourquoi je mange autant de la glace ? C'est parce que des pensées d'assassiner des gens me traversent l'esprit toutes les 5 minutes. Donc je mange de la glace pour couper cette pulsion. La patience humaine est très faible. Si 10 minutes passent sans que je mange de la glace, ma tête n'est remplie que par une seule pensée, le meurtre. Je peux te demander une faveur. Trouve-moi une meilleure glace que ça, ou la meilleure pizza, ou le meilleur burger. Peu importe en fait, tant que tu ne laisses pas le démon en moi se réveiller. Il paraissait clairement souffrir, et s'arrachait les cheveux. J'étais sous le choc, mais le lendemain, j'ai quand même cherché un bon glacier, et je lui ai ramené des glaces de là-bas. Il y a goûté et a été très heureux, en disant que c'était délicieux. Il a paru plus stable après cela. Mais c'était loin d'être la fin de cette histoire. Un jour, je lui ai demandé s'il était réellement capable de tuer, et il m'a répondu « Oui, depuis ma naissance. Ma mère disait que quand je pleurais en tant que bébé, elle me mettait un couteau dans la main, et je souriais directement. Quand j'avais 5 ans, j'ai regardé par hasard une scène cruelle sur la télé, et j'ai applaudi en la regardant. Quand j'avais 7 ans, elle m'a acheté un hamster, et je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais le tuer. Je lui ai dit que je voulais le tuer rapidement. Elle m'a envoyé dans un hôpital psychiatrique, mais il n'y avait aucune amélioration même après avoir pris des médicaments. C'est à partir de là que j'ai commencé à manger de la glace. Quand je mange de la glace, je me sens plus généreux, même si c'est juste pour un instant. J'étais choquée d'apprendre tout ça. Mais ce n'était même pas le pire. C'est ce qu'il a dit après qui m'a encore plus choquée. Le jour où j'en aurai vraiment marre de manger cette glace, je vais te tuer. Je n'arrive plus à trouver la glace aussi bonne. Il a dit ça alors qu'il mangeait toujours sa glace, un petit sourire sur le visage. Mes jambes m'ont lâché de peur. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à l'éviter. Puis un jour, il m'a envoyé un message. Je commence vraiment à me lasser du goût de cette glace, et le démon en moi se réveille de plus en plus. En le lisant, je me suis demandé s'il fallait que je le signale à la police. Mais comme je n'ai plus rien reçu de lui après cela, j'ai laissé tomber. Puis un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que c'était lui. Il y avait du sang sur ses mains, et il semblait tellement heureux. Il faisait les 100 pas en criant. Tenant une glace d'une main et martelant ma porte de l'autre, il a crié « Ouvre-moi, je viens de tuer quelqu'un. Je me sens tellement bien, le monde est si beau. Ma mère m'a menti. Elle m'a toujours dit que le meurtre était mal. Mais c'est si bon. Je regrette d'avoir mangé de la glace pendant tout ce temps. Maintenant je réalise enfin, la glace ne va jamais me rendre heureux. La seule chose qui m'apporte de la joie est le meurtre. » Il a jeté sa glace et s'est mis à donner des coups de pied à ma porte. Je me suis dépêchée d'appeler la police, pendant que ma porte tremblait comme si elle allait céder. La police est arrivée quelques instants plus tard et l'a arrêté. Il s'est avéré qu'il avait tué un voisin juste avant de venir chez moi. Je n'arrivais pas à y croire. Depuis, juste la vue d'une glace me rend toute faible. Et même maintenant, je me souviens tellement clairement de son regard quand il m'a dit qu'il avait tué. C'était l'expression de quelqu'un de réellement, sincèrement heureux. J'avais environ 5 ou 6 ans quand cette histoire m'est arrivée. Et, comme vous le savez, la plupart des filles de cet âge aiment les poupées, surtout les Barbie et les poupées de princesse. J'étais une de ces filles, même si je n'ai jamais vraiment joué avec. La plupart du temps, mes poupées restaient sur une étagère au mur, pas trop haute pour que je puisse l'atteindre, juste assise ou debout toute la journée. Un jour, en me réveillant, j'ai eu un pressentiment bizarre à propos de mes poupées. Je me suis avancée vers l'étagère où elles étaient, et je suis restée là à les fixer pendant qu'elles me fixaient en retour. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être que je m'ennuyais, ou peut-être que j'avais senti quelque chose et je voulais vérifier qu'elles étaient toujours normales. Et elles semblaient l'être. Quelques minutes sont passées, et j'ai commencé à m'ennuyer. J'étais sur le point de me lever, quand un frisson glacé m'a parcouru le dos. Pendant une seconde, j'ai vu une de mes poupées me faire un clin d'œil. Je me suis immédiatement levée, mais elle n'a plus bougé. Je pensais que c'était mon imagination, étant donné que je n'avais que 5 ans, mais ça paraissait si réel.
Heureusement, en grandissant, je me suis désintéressée de mes poupées, et mes parents les ont données. Mais je repense toujours à ce que j'ai vu ce jour-là. Et si ma poupée était possédée ? Cet incident est arrivé en 1998. À l'époque, je n'étais pas encore née, mais cette histoire m'a été racontée par ma mère. Il y avait eu une inondation, et la porte de la maison avait été endommagée. La réparation prendrait un peu de temps. 2 jours plus tard, ma mère s'est sentie confuse, parce qu'il y avait des choses qui manquaient chez nous. De l'argent, des bijoux, de la nourriture, etc. Une nuit, mon père a décidé de mettre un balai contre la porte cassée de la maison. Comme ça, si quelqu'un l'ouvrait, le balai tomberait et les avertirait. Le jour suivant, ils étaient sous le choc. Le balai qui était à la base contre la porte était maintenant à côté de la porte. Quelqu'un l'avait donc changé de place. Cette nuit-là, mon père a décidé de rester réveillé pour surprendre l'intrus qui était entré chez nous. Il s'est assis dans le salon, toutes lumières éteintes. Et en pleine nuit, la porte s'est ouverte et un homme est entré chez nous. Mon père a attrapé la bête qu'il avait gardée à proximité et a frappé de toutes ses forces. L'homme battu s'est écroulé en gémissant de douleur. C'était l'homme qu'ils avaient embauché pour la réparation de la maison. Il a essayé de se sortir de la situation en disant qu'il avait juste eu soif et voulait boire dans la cuisine. Mais mon père n'est pas tombé dans le panneau et ne l'a pas laissé partir. Une fois que la police est arrivée et a arrêté l'homme, mes parents ont appris avec surprise qu'ils n'étaient pas les premiers. Cet homme avait fait plusieurs victimes. La police est allée chez lui pour l'enquête et a informé sa femme de la situation. Il s'est avéré que l'homme volait des bijoux pour les offrir à sa femme. Cette histoire s'est passée quand j'avais 10 ans. Mes parents allaient sortir pour dîner et voulaient que je garde mon petit frère pendant leur absence. Plusieurs heures après leur départ, j'ai décidé d'aller dans ma chambre. Je n'avais même pas mis un pied à l'intérieur quand j'ai vu la scène la plus surprenante de toute ma vie. Un petit garçon, qui semblait avoir mon âge mais d'une époque différente, était assis sur mon fauteuil devant mon bureau, regardant l'écran complètement blanc de mon ordinateur. Quand il a senti que je l'avais vu, il a lentement tourné la tête, dans un rythme parfait, pour me regarder. C'était vraiment bizarre parce qu'il n'avait pas sursauté, ou tourné vite la tête, comme n'importe quelle personne normale ferait s'il avait été surprise. C'était comme s'il attendait que j'entre. Je suis partie en courant et en pleurant, et quand j'ai regardé derrière moi, il était de nouveau en train de regarder l'écran. Je ne suis pas retournée dans ma chambre jusqu'au retour de mes parents. Et quand j'y suis enfin retournée, l'ordinateur était fermé, comme si personne n'y avait touché. Je pensais que c'était la fin de cette histoire, jusqu'à quelques années plus tard. À environ 5 ou 6 heures du matin, j'ai entendu une respiration au rythme lent et régulier. Je pensais que je faisais une paralysie du sommeil, mais je pouvais bouger et respirer différemment, donc ce n'était pas ça. Quand j'ai réalisé que cette chose respirait toujours à côté de moi, j'ai essayé de rester calme et de ne pas me tourner pour regarder. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer sur le sommeil. Quand je me suis réveillée, la respiration avait disparu, et je ne l'ai plus entendue depuis. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais j'ai conscience qu'il y a quelque chose au-delà du monde qu'on connaît, qu'on ne peut pas expliquer. J'espère ne jamais revoir cette chose, parce qu'elle m'avait fait très peur. Billy passait ses vacances chez ses grands-parents. Il vivait dans une petite ville à la campagne, où tout le monde connaissait tout le monde. La première fois qu'il est allé chez eux, il a fait la connaissance de cette dame étrange. Elle s'appelait Suzy, et c'était la voisine de ses grands-parents. Elle avait la 50aine, vivait seule, et était toujours gentille avec tout le monde. Elle venait souvent leur rendre visite pour papoter avec sa grand-mère. Un jour, quand Billy était âgé de 12 ans, il était en train de jouer avec son ami, quand ils ont soudainement entendu un chuchotement derrière eux. Ils se sont retournés, et c'était elle. Elle parlait à quelqu'un qu'elle appelait Tommy. À première vue, ce n'était rien de bizarre, mais rappelez-vous que tout le monde connaissait la vie de tout le monde dans ce village, et aucun d'eux n'avait jamais entendu ce nom. Ils se sont approchés d'elle, et lui ont demandé « À qui parlez-vous, Madame Suzy ?» Elle les a regardés en souriant, et leur a dit « C'est mon ami Tommy. » Les 2 garçons se sont retournés pour voir ce qu'elle regardait, mais il n'y avait personne là. Elle était toujours en train de parler au vide. Ils se sont enfuis chez Billy,
et ont raconté la scène à sa grand-mère, qui leur a dit que Tommy était son fils, qui était décédé il y a de cela plusieurs années. Un frisson a traversé le corps de Billy. Le jour suivant, il a revu Suzy et lui a parlé de Tommy. Elle lui a dit qu'il était à la maison. Billy lui a alors demandé si Tommy pouvait venir chez lui ce soir pour jouer, et elle a accepté. C'est là que cette histoire prend un tournant encore plus glauque. Les grands-parents de Billy sont allés voir ses parents en ville pour aller lui chercher quelques vêtements. Billy était donc seul à la maison. Ses grands-parents lui ont dit de demander à son ami s'il pouvait passer la nuit chez eux. Puisqu'ils étaient assez âgés et habitaient à côté, ils ont accepté. Donc cette nuit-là, ils ont joué et ont regardé la télé jusqu'à 23h. Ils sont allés au lit, mais vers minuit 30, ils l'ont entendu. 2 coups sur la porte. Ça ne pouvait pas être les grands-parents de Billy, parce qu'ils avaient dit qu'ils ne reviendraient qu'au matin. Les coups ont continué, et stupidement, ils ont ouvert. Le choc les a figés. Il y avait un petit garçon à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas voir son visage, mais il avait l'air d'avoir 10 ans. Ils lui ont demandé qui il était. Il a répondu d'une voix glaçante. Tommy. Il a levé la tête, et ils ont enfin pu voir son visage. Il était pâle, et avait 2 trous noirs au lieu des yeux. Il a ajouté « Je suis venu jouer », d'une voix presque démoniaque. Les garçons ont claqué la porte et ont couru dans la chambre de Billy, submergés de terreur. Le lendemain matin, ils se sont réveillés couverts de sueur. Ses grands-parents les ont réveillés en ouvrant la porte. Ils n'ont raconté à personne cette histoire. Et même aujourd'hui, alors qu'il a 15 ans, Billy a l'impression que c'était arrivé la veille.